Vladimir Poutine a participé à la réunion plénière du Forum des technologies futures, qui se tient ce vendredi 21 février 2025 au Centre du commerce international de Moscou. Cette année, l'événement met à l'honneur les nouveaux matériaux et la chimie, un thème clé, alors qu'un projet national de leadership technologique du même nom vient d'être lancé. Son ambition? Développer une infrastructure solide et des conditions favorables à la production de produits chimiques et biotechnologiques avancés, de nouveaux matériaux composites, ainsi que de métaux rares et de terres rares. À l'issue de la session plénière, Vladimir Poutine a échangé avec des scientifiques russes et internationaux sur les perspectives de collaboration en matière de sciences et d'éducation. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à la partager et à laisser un commentaire. Notre chaîne subit des restrictions ces derniers temps, mais avec votre soutien, nous pouvons élargir notre portée. Envie de nous soutenir davantage? Vous pouvez faire un don en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou « Merci » sous la vidéo. Merci à tous pour votre engagement. Passons maintenant au discours de Vladimir Poutine. Chers collègues, amis, mesdames et messieurs, je suis heureux d'accueillir les participants du 3e Forum international des technologies futures. Selon la tradition établie, cette plateforme sert à définir les frontières avancées de la recherche scientifique, à discuter des idées qui sont encore en phase de cristallisation, qui sont testées dans les laboratoires et les centres de recherche, mais qui, très bientôt, je n'en doute pas un instant, transformeront et façonneront le monde. Le thème de ce forum est la chimie et l'application de nouveaux matériaux. Ce sont en effet des domaines transversaux, comme on dit souvent aujourd'hui, qui déterminent en grande partie la marche en avant de l'humanité et la concrétisation des projets les plus audacieux des ingénieurs et des concepteurs. Actuellement, ces domaines connaissent des changements rapides qui, à leur tour, créent un terrain propice et stimulent des découvertes encore plus révolutionnaires dans la santé, l'industrie, la microélectronique, la création de systèmes sans pilote et dans tous les domaines sans exception. Il est évident que pour être parmi les leaders dans les domaines clés du développement scientifique et technologique, et c'est bien l'objectif que nous nous fixons, nous devons également atteindre la supériorité dans le domaine de la chimie et de la création de nouveaux matériaux. Cela signifie qu'il faut proposer des solutions et des produits compétitifs en termes de prix et de qualité, mais surtout innovants, et disposer de nos propres clés technologiques uniques qui nous permettront de produire et d'exporter sur les marchés mondiaux non pas des matières premières brutes, mais des produits aux normes les plus élevées. Je tiens à souligner que notre histoire regorge d'exemples de résolution de défis d'une ampleur et d'une importance similaires. Dans les années 1960 à 1970, grâce en grande partie aux efforts de Léonid Kostandov, un nom que peu de gens connaissent aujourd'hui, peu s'en souviennent, mais les spécialistes réagiront immédiatement à ce nom. Il était ministre de l'industrie chimique de l'URSS. À l'époque, des centaines, littéralement des centaines d'usines de pointe ont été lancées et des instituts de recherche spécialisés ainsi que des bureaux d'études ont été créés. En termes de volume total de production, l'industrie chimique soviétique occupait la première place en Europe et la deuxième dans le monde. Cependant, cet héritage a été en grande partie gaspillé et dilapidé. Je le dis avec un immense regret. Honnêtement, c'est une honte. Une honte envers ces personnes qui ont consacré leur vie à la création de l'industrie chimique de l'Union soviétique, qui ont travaillé pour les générations futures, vécu dans leurs bureaux, ou plutôt dans des bureaux sur roues. Ils vivaient dans des wagons de train, traversant l'immense territoire de l'Union soviétique, d'une république à l'autre. Ils manquaient de nourriture, de sommeil, mais ils ont construit l'industrie chimique de l'URSS. Malheureusement, après la dissolution de l'Union soviétique, les entreprises les plus importantes ont été arrêtées, parfois simplement détruites, leur équipement a été emporté, découpé pour en faire de la ferraille. Avec la dégradation de notre propre industrie chimique, nous sommes tombés dans une forte dépendance extérieure, perdant une grande partie de notre souveraineté industrielle et technologique. C'est pourquoi, à travers notre expérience négative, nous comprenons les problèmes systémiques que peut engendrer une vulnérabilité dans le domaine de la chimie. Nous avons dû littéralement reconstruire de nombreuses chaînes technologiques et de production, construire de nouvelles usines pour produire de manière autonome des produits à haute valeur ajoutée. Par exemple, dans la région de Tyumen,
sur la base du complexe pétrochimique de Tobolsk, de nouvelles capacités ont été construites. Et en 2019, le complexe pétrochimique moderne, Zapsibneftekhim, a été lancé. La construction du complexe gazier et chimique de l'Amour et d'autres entreprises est en cours, ce qui permettra dans les prochaines années d'augmenter considérablement la production de polymères, un produit clé de la pétrochimie et de la gazochimie. J'ajouterai également qu'après le nettoyage et la réhabilitation du site dans la ville d'Ussolie-Sibirskoye, dans la région d'Irkoutsk, nous prévoyons d'y créer un centre fédéral moderne de chimie à petite et moyenne échelle. Pour ceux qui ne sont pas directement liés à ce domaine, je précise qu'il s'agit de la production de volumes modestes mais essentiels de produits chimiques spécialisés, résines, solvants, etc., sans lesquels il est tout simplement impossible de développer la microélectronique, la pharmacie et bien d'autres secteurs critiques. Les catalyseurs constituent également un domaine transversal. Ils sont la base de la chimie, des substances qui déterminent la vitesse des réactions. Il est important de garantir non seulement leur développement, mais aussi leurs tests, leur production expérimentale, puis leur utilisation industrielle à grande échelle et leur déploiement. Pour soutenir de tels projets, un cluster scientifique et technologique spécial est en cours de formation sur la base du célèbre institut de catalyse Boreskov à Novosibirsk. C'est une étape importante dans le développement de l'agglomération scientifique sibérienne en tant que l'un des centres clés de création des technologies futures dans le domaine de la chimie. Chers collègues, pour suivre le rythme du progrès et de la concurrence mondiale, nous devons multiplier le potentiel de notre industrie chimique et des secteurs connexes en construisant un cycle complet allant de la recherche et du développement de nouveaux gisements, y compris de métaux rares et de terres rares, à l'extraction et à la transformation profonde des minéraux, jusqu'à la production de produits high-tech à haute valeur ajoutée. Il y a beaucoup à faire. En principe, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il faut simplement s'y consacrer de manière ciblée, créer des conditions favorables pour les entreprises, investir dans l'infrastructure. Nous n'exploitons toujours pas le lithium. Comment faire sans lui? C'est évident pour les spécialistes. Pourtant, nous pourrions le faire. Et nous aurions pu le faire il y a 10 ou 15 ans. Nous devons relever ces défis à un niveau technologique fondamentalement nouveau, en utilisant les avancées en intelligence artificielle et en robotique, ainsi que d'autres outils visant à améliorer la productivité, y compris dans le domaine scientifique. Notre avantage sérieux réside également dans l'énergie accessible provenant de l'un des plus grands réseaux au monde de centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques, ce qui permet de construire des usines dans de nombreuses régions de notre pays. Bien sûr, cela doit se faire dans le respect des normes environnementales les plus strictes, en utilisant des solutions modernes et écologiques. Les domaines dont je parle sont complexes et d'une importance primordiale. C'est pourquoi, dans le domaine des nouveaux matériaux et de la chimie, un nouveau projet national de leadership technologique a été lancé cette année. Rien que pour le budget fédéral, près de 170 milliards de roubles sont prévus pour sa mise en œuvre de 2025 à 2030. Parallèlement, les investissements des entreprises du secteur réel pourraient atteindre environ 1 trillion de roubles. Je pense que c'est tout à fait réaliste. Je rencontre parfois les dirigeants et propriétaires d'entreprises, et ils ont des plans très ambitieux et prometteurs. J'apprécie cet état d'esprit, les gens ont les yeux qui brillent. C'est formidable, nous continuerons à soutenir et à ajuster les mécanismes de soutien aux investissements privés, y compris dans le secteur de la recherche et du développement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les problèmes externes, les sanctions, malgré tous les défis et difficultés qu'ils posent, ont joué un rôle de stimulation important pour nous. Les entreprises russes se tournent de plus en plus vers nos scientifiques et reçoivent leur aide. De plus, les solutions nationales se révèlent souvent plus efficaces que leurs équivalents étrangers. Pour garantir une base juridique moderne à la coopération entre les chercheurs et les clients qualifiés, la loi sur la politique technologique a été adoptée et entrera en vigueur cet été. J'ai déjà évoqué cette question et fixé un objectif. Avec le secteur privé, nous devons augmenter le financement de la science à 2% du PIB. Il est extrêmement important de diriger toutes les ressources supplémentaires vers le soutien des domaines scientifiques et technologiques les plus prometteurs et révolutionnaires. Dans le domaine de la chimie et des nouveaux matériaux, il serait myope et erroné de se contenter de simplement remplacer les processus technologiques déjà maîtrisés ailleurs, à l'étranger. Bien sûr, il est important de prendre en compte toutes les avancées, mais nous devons développer nos propres plateformes. Mes collègues m'ont promis qu'ils montreraient lors d'une exposition spécialisée où nous en sommes et dans quelle direction nous avançons.
Comme nous en avons convenu en décembre dernier lors du Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux, nous devons élaborer des plans pour les domaines clés qui garantiront la supériorité du pays, y compris dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux modernes. Il est essentiel d'identifier les principales organisations scientifiques mondiales qui assumeront la responsabilité de la recherche fondamentale, ainsi que les entreprises qui devront mettre en œuvre les technologies de l'avenir. Nous devons également structurer la formation des talents en chimie pour répondre aux exigences du leadership technologique, et ce à tous les niveaux de l'éducation, des écoles aux universités. Malheureusement, le nombre d'enseignants en chimie dans les écoles diminue. Le nombre d'élèves qui choisissent la chimie comme discipline de base diminue également. Le pourcentage d'enseignants en chimie de plus de 65 ans augmente. Nous devons examiner attentivement ce qui se passe dans les universités. Je demande à l'Académie des sciences de Russie, aux représentants du secteur privé, ainsi qu'à la communauté scientifique et éducative, de s'impliquer pleinement dans l'élaboration de ces plans. Il est crucial que tous continuent à travailler de manière coordonnée, comme de véritables partenaires, en comprenant la responsabilité qui repose sur leurs épaules. Leurs actions déterminent la réalisation de tous les projets nationaux de leadership technologique, de nos plans pour l'Extrême-Orient, la Sibérie, l'Arctique pour le développement de toutes les régions de la Fédération de Russie, et bien sûr, la résolution des problèmes de sécurité et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Quant à la sécurité, je n'ai même pas besoin d'en parler. J'ai déjà exprimé mon opinion publiquement à ce sujet. Tout le monde parle du boulot Oreshnik. Mais quels matériaux sont utilisés? La température sur les têtes de combat correspond à celle de la surface du Soleil. Nous comprenons bien, depuis les années 1980, nous développions des systèmes de blocs planants. Nous l'avons appelé avant-garde. Les températures y sont comparables, légèrement inférieures à celles de la surface du Soleil. À la fin des années 1980, nous avons commencé à réfléchir à la création de tels systèmes. Mais nous ne pouvions pas, car les matériaux n'existaient pas. C'était le problème. Ils volent et fondent comme une glace, tout en permettant la transmission des signaux de contrôle. Ce sont les résultats des travaux sur les nouveaux matériaux. De même, il y a eu une décision injustifiée de fermer nos accords conjoints sur le MS-21-3 Sense. Merci aux spécialistes de Rosatom, ils ont développé les matériaux pour les ailes et le fuselage. Oui, le projet a été légèrement retardé, mais tout a été fait de nos propres mains, avec notre propre intelligence, et tout a fonctionné. Nous devons travailler de manière aussi active et constructive dans tous les autres domaines. Je demande au gouvernement de réfléchir à la manière de réguler les interactions entre nos entreprises et celles de nos concurrents afin d'assurer certains avantages à nos producteurs nationaux. Oui, dans le cadre de l'OMC, mais on nous a créé des difficultés et nous pouvons réguler de manière appropriée le retour sur notre marché de ceux qui souhaitent revenir tout en conservant des avantages pour nos propres producteurs. Cela doit être fait avec finesse et précision, mais c'est absolument nécessaire. Denis Valentinovitch Mantourov est assis là et hoche la tête. Nous en avons déjà discuté. J'ai déjà mentionné cela, tout comme dans le secteur agricole, où les producteurs nous suppliaient. Ne laissez personne entrer sur notre marché, nous ferons tout nous-mêmes. Sauf pour les bananes, bien sûr. Mais nous avons même commencé à cultiver des bananes. C'est cher, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Dans le domaine de la production industrielle, il faut absolument tout penser avec soin, afin de ne pas perdre le potentiel créé par ceux qui nous ont imposé des sanctions. J'ai déjà mentionné cela, et voici quelques exemples supplémentaires. Pour développer la construction mécanique et aéronautique, ainsi que le programme spatial et de missiles, nous aurons besoin de matériaux composites et d'alliages aux caractéristiques uniques, comme je viens de le dire. Les nouveaux moyens de protection des plantes, dans un autre domaine, pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire. Des systèmes durables, à long terme et sûrs pour la transmission et le stockage de l'énergie, pour les drones, pour les nouveaux types de transport. Des matériaux plus résistants et énergétiquement efficaces pour le secteur de la construction, pour s'adapter au changement climatique. De nouveaux composés, biomatériaux et prototypes d'organes et de tissus humains pour l'introduction de méthodes de traitement avancées dans le domaine de la santé. Je le répète, je n'ai cité que quelques domaines. Cependant, l'absence de résultats dans un seul de ces domaines, et c'est ce que je veux souligner particulièrement, peut entraîner un effet domino négatif sur tous les autres projets. J'ai donné l'exemple du MS-21-300, nous n'avions pas les matériaux pour les ailes et le fuselage. Et tout le projet s'est arrêté,
tout comme d'autres initiatives connexes. Nous l'avons vu de nos propres yeux. C'est l'expérience que nous avons acquise au cours des 2 ou 3 dernières années. Pour tous les domaines technologiques clés, nous devons établir une coordination complète et une interconnexion inconditionnelle de toutes nos actions et mesures. Je propose de mettre en place un mécanisme de gestion interministérielle du développement technologique et demande au gouvernement de proposer des solutions structurelles appropriées. Chers collègues, tous nos plans pour créer des solutions d'avenir dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux reposent sur l'énorme potentiel de nos écoles scientifiques et d'ingénierie. Leurs traditions ont été établies dès l'époque de l'Empire russe, j'ai parlé de l'Union soviétique. Mais ces traditions remontent au 19e et au début du 20e siècle, et elles se sont développées, comme je viens de le dire, pendant la période soviétique. Je pense que Mikhail Valentinovitch Kovalchuk, qui m'a accueilli tout à l'heure et avec qui j'ai échangé quelques mots, ainsi que les autres participants à la session plénière, parleront certainement de la manière dont les réalisations dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux, obtenues dans le cadre des projets spatiaux et atomiques, ainsi que des recherches sur l'énergie du futur et la fusion thermonucléaire dirigées par Evgeny Pavlovitch Velikov, sont aujourd'hui amplifiées. Je considère qu'il est nécessaire de consacrer un nouveau concours du Fonds scientifique russe à la mémoire de ce penseur éminent et fils de la patrie. Le montant des subventions sur 5 ans variera de 250 millions à un demi-milliard de roubles. Les plus grandes entreprises nationales cofinanceront ces subventions et seront les commanditaires directs des technologies de rupture. En ce qui concerne les domaines de soutien, ils changeront chaque année. Cette année, je propose de lancer un tel concours pour la création de matériaux uniques et de produits dérivés destinés aux sources d'énergie autonomes, aux installations de puissance et énergétiques, ainsi qu'aux dispositifs et systèmes de traitement de l'information, nécessaires notamment au développement de l'intelligence artificielle. Il est tout à fait évident que cette technologie détermine déjà le développement de tous les domaines et provoque une véritable révolution, y compris dans la chimie et la science des matériaux. Grâce à l'introduction de l'intelligence artificielle et de la modélisation informatique, il est tout à fait possible de réduire à 5 à 10 ans, et à terme à 2 à 3 ans, les délais de développement et de mise en œuvre de nouveaux matériaux dans notre pays. Pour cela, les chercheurs et les ingénieurs doivent disposer d'un ensemble de données nécessaires sur les matériaux existants et leurs composants. Je propose de mettre en place des mécanismes de régulation juridique et normative de leur circulation, incluant la collecte, le stockage, le traitement, la transmission et l'utilisation. J'ajoute que des volumes colossaux de données et des connaissances de pointe sur les nouveaux éléments et matériaux seront obtenus grâce aux recherches menées sur nos installations de classe mégascience. Ces installations permettent d'étudier la matière, comme les spécialistes le savent, littéralement au niveau atomique. Je tiens à souligner particulièrement certains complexes situés dans notre pays, comme Nika à Dubna ou PIK dans la région de Leningrad, sont uniques et n'ont pas d'équivalent. Dans un avenir proche, nous prévoyons de réaliser le démarrage technologique d'une autre installation puissante, SKIF. Elle élargira considérablement les fonctionnalités et le spectre des possibilités de l'infrastructure de recherche russe. Nous invitons bien sûr les scientifiques étrangers à collaborer. J'étais dans la région de Leningrad il y a quelques années, et des spécialistes européens y travaillaient déjà, y compris des pays qui avaient abandonné l'énergie nucléaire, par conséquent, réduit progressivement les recherches dans ces domaines. Chez nous, ils travaillaient avec plaisir. Nous espérons que cette pratique se poursuivra. Nos portes sont ouvertes, et nous sommes toujours heureux d'accueillir nos amis et collègues. Je souligne, nous comprenons parfaitement qu'un échange international équitable et ouvert dans le domaine scientifique est l'un des principaux facteurs de renforcement d'un monde multipolaire. Nous continuerons à favoriser l'union des efforts des chercheurs et des ingénieurs des pays de l'Est et du Sud pour résoudre des problèmes expérimentaux, théoriques et bien sûr, pratiques à grande échelle. Ainsi, l'association BRIC est déjà devenue une plateforme de développement socio-économique et technologique à l'échelle mondiale. Cela dit, nous n'avons pas l'intention d'ériger des barrières à la coopération avec les scientifiques occidentaux. Nous espérons que les politiciens occidentaux comprendront la nocivité des pratiques de restriction de la coopération dans les domaines de la science et de l'éducation. Il est important que le développement mondial soit juste et équilibré. C'est pourquoi nous devons poursuivre le progrès industriel et technologique tout en réduisant l'impact négatif sur l'environnement et en préservant l'écosystème fragile de la planète, sa faune et sa flore. Bien sûr, nous partirons du principe qu'il est nécessaire d'utiliser précisément de telles technologies. Ce n'est pas un hasard si les solutions avancées dans le domaine de la génétique,
des biotechnologies et des technologies inspirées de la nature, ainsi que la création de matériaux reproduisant les processus des systèmes vivants, sont aujourd'hui au centre de l'attention. En général, il s'agit de la formation d'un phénomène fondamentalement nouveau, d'une nouvelle réalité, la bioéconomie. Ce thème est essentiel, clé pour la qualité de la croissance mondiale. Je propose de consacrer le prochain forum des technologies futures aux questions de bioéconomie. Si, bien sûr, mes collègues jugent cela possible et intéressant. Nous invitons à y participer des représentants de la science, de l'éducation et des entreprises du monde entier. Nous sommes ouverts à la coopération. Chers amis, je suis sincèrement heureux que dans notre pays se déploie un débat franc et profond entre scientifiques, ingénieurs et représentants du monde des affaires. Cela témoigne de l'ouverture de la Russie, bien sûr, de notre attention particulière aux questions de développement scientifique et technologique. Aucun expert, peut-être, ne se risquerait à prédire les nouvelles solutions qui seront découvertes, inventées, même dans un avenir proche. Mais il y a une chose que nous pouvons certainement faire, c'est assurer notre soutien effectif aux directions technologiques clés, particulièrement importantes et utiles pour les citoyens, pour la société, pour la croissance économique. C'est dans cet esprit que nous entendons travailler. Je suis convaincu que c'est dans cet esprit que se déroulent vos discussions lors des événements d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. сегодняшних мероприятиях. Благодарю вас за внимание.